Le journal du télétravail de management part en télévacances. Pendant les fêtes, je vous propose donc de retrouver quelques-uns de nos meilleurs épisodes avec notre best-of de Noël. Et je vous donne rendez-vous dès le 4 janvier pour continuer à suivre tous les jours l'actualité riche du télétravail. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Georgelin, fondatrice de la start-up bordelaise So Many Ways, qui depuis 2016 accompagne les personnes en transition professionnelle et propose des études prospectives sur l'avenir du monde du travail. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors si j'ai voulu vous donner la parole aujourd'hui, c'est parce que vous avez rédigé une tribune plutôt intéressante sur le télétravail, sauf que contrairement aux conseils que nous donnons tous les jours dans ce podcast pour mieux télétravailler, vous avez voulu, vous, lister toutes les façons de faire rater le télétravail. Alors avant de lister ces mauvaises pratiques, qui sont autant de contre-exemples à ne pas suivre, donc pourquoi est-ce que vous avez imaginé cette liste ? Qu'est-ce qui a déclenché cette idée de faire cet inventaire des mauvaises pratiques ? Écoutez, la vraie vie en fait, j'ai pas eu à chercher bien loin, on va dire que les anecdotes me sont arrivées toutes seules. Chez So Many Ways, comme vous le disiez en introduction, on accompagne entre autres des particuliers qui sont en questionnement professionnel. On ne s'est pas arrêté pendant la période particulière que nous vivons. Et du coup, nos participants nous racontent leurs mésaventures de télétravail. Donc je ne suis pas allée chercher bien loin, c'est ce qu'on nous dit au quotidien à mon équipe et à moi-même. Si on peut faire un petit peu cet inventaire, ce bêtisier du télétravail, par quoi est-ce qu'on commencerait ? Qu'est-ce qu'est le premier truc à ne pas faire ? Le premier élément qu'on a mis, c'est trop parler à ses équipes. On pourrait penser au contraire qu'il faut sans arrêt maintenir un lien, même de façon artificielle, avec les gens quand ils sont éloignés. Et a priori, vous dites que oui, il faut un lien, mais pas trop. Oui, pas trop. Surtout quand c'était pas notre habitude auparavant. Là, l'anecdote, l'histoire vraie qu'il y a derrière ça, c'est une personne qui nous racontait que son manager, par temps de confinement, avait invité toute son équipe à 3 réunions par jour. Pas par semaine, par jour. À 9h, à 14h et à 19h. Derrière ça, certainement, l'envie de s'assurer que tout le monde travaille bien, que personne n'est en train de se tourner les pouces. Et ça nous a fait beaucoup rire, d'un rire peut-être un petit peu jaune. Un manager qui, comme beaucoup, peut-être a un petit sujet de confiance, qui ne se règle pas, comme par magie, par période de confinement, et qui, au contraire, peut amener à ces pratiques un petit peu surdimensionnées, on va le dire comme ça. Donc trop de communication égale malheureusement souvent trop de contrôle. En tout cas, il faut bien se poser la question de pourquoi on communique. Ça va rejoindre mon deuxième point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer. Je pense que c'est très important dans cette période-là de maintenir le lien avec les équipes, mais pas pour fliquer, pas pour contrôler, pas parce qu'on n'a pas confiance, mais à l'inverse parce qu'on a envie de prendre soin des gens, parce qu'on a envie de s'assurer que tout va bien. Et c'est la démarche même en tant que manager finalement de notre action qu'il faut interroger avant de mettre en place trop de dispositifs pour les mauvaises raisons. Et alors vous disiez donc le point 2, c'est l'inverse. Et oui, c'est ne plus parler à ses équipes. Ça, c'était un jeune homme qui nous racontait, qui suit un parcours chez nous en ce moment, que au bout de 10 jours de confinement, il avait des tonnes et des tonnes de mails de son manager, peut-être même plus que d'habitude, ça c'est même sûr. Mais pas une seule fois, il avait entendu sa voix, puisque son manager tout simplement ne l'appelle pas, n'organise pas de réunion d'équipe. Alors c'était une entreprise où déjà les réunions formelles d'équipe existaient assez rarement. Et là, finalement, par temps de confinement, c'est encore pire. On ne se parle plus, tout simplement, ce qui est peut-être le deuxième écueil, l'extrême inverse de mon premier point à éviter. Et alors vous dites entre les deux, il y a un juste milieu à trouver. Peut-être vous conseillez 3 visios par semaine, c'est ça ? Oui, alors c'est la pratique qu'on met en place aussi avec notre équipe. À savoir que nous étions déjà habitués à travailler à distance, puisqu'on est entre Paris, Bordeaux et Lille. Avant le confinement, on avait une réunion d'équipe par semaine, ce qui ne nous empêchait pas de communiquer et d'échanger le reste du temps. Là, comme la période est particulière, qu'elle demande d'agir, de réagir plus vite que d'habitude, comme elle demande aussi de prendre davantage soin les uns des autres, on a mis 3 visios par semaine.
Une le lundi, début d'après-midi pour nous, comme d'habitude. C'est notre réunion d'équipe où on partage les priorités du moment. On a rajouté à ça 2 choses. Une escale du mercredi à 14h, 30 minutes, pause café, pour partager des informations clés, des besoins d'aide, des nouvelles données du monde incertain dans lequel nous vivons. Et puis une dernière, vendredi, en fin de journée, pour faire un petit temps plus informel, où on parle pas trop boulot, on se félicite de ce qu'on a à se féliciter, on prend le temps de rire, de parler d'autres choses et de se souhaiter surtout un bon week-end. Et vous disiez également qu'au-delà de ces temps collectifs communs, il fallait aussi favoriser des échanges peut-être plus individuels avec certains membres de son équipe. Oui, en tant que manager, faut être quand même bien conscient que nos collaborateurs en ce moment peuvent passer par des choses qui sont pas évidentes, que ce soit de la sphère privée qui vient évidemment impacter la sphère professionnelle, et faut pas se mentir, et il faut créer pour moi le climat de confiance qui permet de se dire les choses. Je pense que tout le monde est beaucoup plus à l'aise quand on ne se ment pas sur des sujets. Encore ce matin dans mon équipe, c'est arrivé quelqu'un qui avait un souci personnel. Je suis bien contente qu'elle me le dise et qu'on acte ensemble qu'elle travaille pas aujourd'hui, parce que c'est pas possible en fait dans la situation actuelle. Donc je pense que dans ce moment-là, c'est encore plus important. Et qu'il y a aussi autre chose, c'est que tous les collaborateurs ne sont pas très à l'aise avec des priorités qui peuvent changer rapidement, qui peuvent se retrouver perdus dans ce qu'ils doivent faire, et qu'ils n'oseront pas forcément le mentionner dans les temps collectifs, ou bien spontanément même décrocher le téléphone et dire ça ne va pas. Donc en tant que manager, nous, ce qu'on préconise, c'est d'essayer d'appeler chacun des collaborateurs individuellement en cette période particulière toutes les semaines. Ça peut être un quart d'heure, comme ça peut être 1 heure pour certains si ça le nécessite, mais ça me semble être un investissement absolument nécessaire du manager dans cette période. Pour revenir aux bêtisiers et aux mauvaises pratiques ou choses à ne pas faire, votre 3e point, c'était ne pas pinailler. Alors pourquoi ? Quel exemple vous a inspiré ce conseil ou ce point ? Notre personne qui nous racontait, en fait, c'est une professionnelle très reconnue dans son entreprise, qui avait donc de l'autonomie sur son poste, qui avait des responsabilités, et passé en télétravail, son manager s'est mis à relire toutes ses slides, une par une, toutes ses productions. Finalement, derrière ça, derrière le pinaillage que j'amène là, c'est surtout le changement de comportement qui est important à garder en tête. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'en tant que manager, il faut traiter différemment et travailler différemment avec chaque cas individuel. Évidemment, les moyens changent, mais le fond ne doit pas changer. C'est-à-dire que si vous êtes avec un collaborateur à qui vous laissiez de l'autonomie, il faut continuer de lui donner de l'autonomie. Et à l'inverse, parce que l'inverse est vrai aussi, des collaborateurs qui avaient besoin d'aide, peut-être des juniors, ont toujours besoin d'aide. Donc derrière ne pas pinailler, c'est maintenir les mêmes comportements pour envoyer un message de confiance et de continuité aux collaborateurs. Le problème du pinailleur, c'est peut-être aussi le manager qui, une fois en télétravail, se rend compte qu'il n'a rien à faire. S'il prend le temps de prendre soin de tout le monde, je pense qu'il a de quoi s'occuper quand même. C'est là le vrai management d'ailleurs, la vraie histoire du management. 4e point, à propos de changement, justement, vous disiez dans les changements de comportement, c'est vrai que la crise que l'on traverse est particulièrement dure, peut être angoissante à bien des niveaux, et malgré tout, vous conseillez de ne surtout pas exclure l'humour et de ne pas oublier l'humour dans les relations. Oui, la vraie vie des entreprises, c'est que nombre de personnes sont aussi contentes de se lever le matin pour aller retrouver des collègues avec qui on peut s'amuser. Et c'est pas incompatible de travailler et d'être dans la joie et la bonne humeur. Au contraire, c'est même plutôt bon signe, c'est que ça se passe bien. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut l'exclure, c'est pas parce que la situation est complexe qu'il faut l'exclure, on en a peut-être encore plus besoin que jamais. Donc créer des espaces où on peut rire, où c'est autorisé, où c'est même encouragé. Vous-même, vous le pratiquez ? Depuis le début, comme je vous disais, dans mon équipe, on a l'habitude de travailler à distance, on utilise comme outil Slack, il y en a d'autres. Sur Slack, le principe, c'est qu'on peut créer des channels par sujet. Nous, on a un channel qu'on appelle So Many Fun. C'est l'endroit où on partage nos blagues, notre trait d'esprit, les choses qui nous font rire. Il y a des jours où il se passe plein de choses. Il y a des jours où on est moins dans ce mode-là et il n'y a rien. Il faut que ça reste aussi naturel. Mais ça vous remonte instantanément le moral et c'est important. Donc n'hésitez pas à partager les choses même légères, futiles ou totalement même décalées avec vos collègues ou simplement entre amis.
Voilà, en tout cas, c'est pas parce qu'on est loin en télétravail qu'on ne peut pas retrouver ce qui fait aussi le sel parfois des relations de travail, qui est de passer des bons moments avec des gens. Autre travers du télétravail, vous avez noté exiger l'immédiateté. C'est vrai qu'avec tous ces outils, vous parliez de Slack, il y en a bien d'autres. On a l'impression que les communications sont instantanées. On abolit la distance, même si on est éparpillé, en l'occurrence vous avec vos collaborateurs à différents endroits de la France. Et bien malgré cette abolition des distances et parfois des délais, il ne faut pas s'imaginer que les choses peuvent se faire systématiquement d'un claquement de doigts, c'est ça ? Oui, et puis à l'inverse, c'est même contre-productif. Il s'avère qu'on accompagne des managers dans la mise en place du télétravail et il a fallu faire un petit peu de pédagogie pour expliquer à ces managers qu'il ne faut pas exiger l'immédiateté parce que c'est contre-productif et que ce n'est pas parce que les gens répondent qu'ils travaillent en fait. Parce qu'on est capable d'être très 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 ingénieux pour s'assurer qu'on répond très vite alors qu'on ne fait rien. Alors que quand on est en train de travailler sur un sujet de fond, normalement on n'est pas sur ses mails. Normalement, on n'est pas sur le réseau social de l'entreprise en train de guetter toutes les notifications. Donc un manager qui exigerait l'immédiateté, c'est-à-dire qui envoie un mail, s'il n'a pas la réponse dans les 15 minutes, il envoie un élément sur la messagerie instantanée, puis il décroche son téléphone. Il empêche finalement ses collaborateurs de se concentrer sur des sujets de fond. Donc ralentissez et acceptez que les choses ne soient pas immédiates à distance, même si les collaborateurs ou collègues ont l'impression ou donnent l'impression d'être connectés en permanence. Laissez-leur du temps pour travailler sur le fond. Et à propos de tout cela, alors pour sortir des contre-exemples et du bêtisier, vous avez chez vous, au sein de So Many Ways, instauré avec votre équipe une charte du télétravail. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire en quoi est-ce que c'est une bonne idée et en quoi on peut s'en inspirer au sein de sa propre équipe ou entreprise ? Vous savez ce qu'on dit, parfois les choses sont évidentes, mais elles vont mieux en le disant. C'est un peu la même chose, mais en l'écrivant finalement. Co-construire une charte du télétravail, déjà le co-construire me semble essentiel, surtout par les temps qui courent. Parce que si c'est le chef qui le fait dans son coin, il y aura beaucoup moins d'adhésion que si c'est co-construit avec les collaborateurs. Ça permet d'avoir un cadre de référence. Ça permet de s'interroger sur les pratiques. Ça permet, si vous devez intégrer des personnes, que ce soit pendant la crise qu'on vit actuellement ou après, d'avoir un document de référence, de commencer à poser les jalons et les briques d'une culture d'entreprise ou d'une culture d'équipe à l'échelle d'une équipe qui fonctionne, qui est éprouvée, qui est partagée et qu'on peut retrouver à n'importe quel moment avec des règles du jeu claires. Peut-être pour donner un exemple qui va dans le sens de mon dernier point sur l'immédiateté, nous, il y a une règle très simple, c'est que si c'est urgent, on décroche le téléphone. Ça veut dire que tout ce qui est envoyé par tout autre canal ne demande pas de réponse immédiate. Et ça soulage en fait les collaborateurs parce que c'est clair. Ils n'ont pas à culpabiliser, ils n'ont pas à être derrière sans cesse les outils de messagerie instantanée. Ça va mieux en le disant, effectivement. Et donc, si on a bien suivi tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pour co-construire cette charte, il ne faut pas fixer 5 réunions dans la semaine, pinailler sur le moindre mot de la charte, la faire au premier degré et exiger qu'elle soit appliquée immédiatement par tout le monde. C'est un bon résumé. C'est à peu près ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées, d'autres choses absurdes que vous avez pu voir dans la mise en place du télétravail chez certains de vos partenaires, clients ou simplement dans l'écosystème dans lequel vous gravitez ? Parmi le trop de rendez-vous, il n'y a pas que le 3 fois par jour. Il y a aussi tous les jours à 18h30. Alors pour tous les gens qui en ce moment gardent des enfants, autant vous dire que c'est pas très adapté. On a aussi, à l'inverse, le manager qui, lui, garde des enfants. Du coup, il ne veut appeler les collaborateurs qu'avant 8h du matin. Donc, ça se comprend, quelque part, que cette personne se dise c'est le seul moment où je peux faire ça. Mais il faut être créatif, il faut qu'on fasse du moment qu'on vit une opportunité de se réinventer sans créer de la souffrance au travail. Il y en avait déjà avant le moment qu'on vit et c'était pas très productif. Il y en aura peut-être encore plus après. C'est pas une fatalité, il faut qu'on soit tous très vigilants en ce moment et le seul message que je passe tous les jours, c'est prenez soin de vos équipes. Prenez soin de vos équipes aujourd'hui, elles vous le rendront au quintuple. C'est la seule manière de faire pour moi, pour les entreprises qui ont envie de s'en sortir. Prenez le temps de prendre soin de vos équipes dans le moment qu'on vit. Merci beaucoup pour ces conseils, ces vrais conseils et ces anti-conseils également. Et bon télétravail. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage et plein d'optimisme à tous.
C'est la fin de cet épisode best-of de Noël du journal du télétravail de management. Je vous donne rendez-vous le 4 janvier pour de nouveaux épisodes. D'ici là, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Soyez prudents et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.